Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce vlog qui se concentrera sur le film Le Parfum, l'histoire d'un meurtrier. Spoiler. C'est con, mais ça me fait marrer, c'est vrai que c'est quand même dans le titre directement, mais c'est jamais en doute dans le film, on sait très bien que c'est lui qui tue les gens, mais spoiler, l'histoire du parfum, adaptée d'un roman, est réalisée par Tom Tykwer, qui est un des co-réalisateurs de Cloud Atlas, un pote des Wachowski, quoi, un réalisateur européen assez connu, allemand assez connu, pour notamment avoir fait Cour le Lacour. Et il nous propose donc ici son adaptation du parfum, l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, un individu qui est né avec une capacité particulière au niveau de l'odorat, quelqu'un qui dont presque le langage principal, plus que le langage oral, est le langage des odeurs, parce qu'il a un odorat extrêmement développé, extrêmement fin, c'est limite un pouvoir de X-Men. Honnêtement, à certains niveaux, il arrive à sentir des trucs qui sont dans d'autres pièces, qui sont beaucoup plus loin, il arrive à sentir les œufs de grenouille sous l'eau. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont un peu particuliers. Et son monde étant principalement défini par les odeurs, il va se rapprocher de l'univers de la parfumerie, c'est pour ça que ça s'appelle le parfum, et apprendre les différentes techniques pour créer des parfums et conserver des odeurs, parce que il a un jour rencontré une jeune fille dans la rue, avec une odeur qu'il considérait absolument paradisiaque et idyllique, une des plus belles odeurs qu'il ait senties, et notamment dans l'époque à laquelle il est là, on va y revenir, mais trouver une belle odeur, ça devait forcément un petit peu te faire tourner la tête, surtout quand tu t'es basé sur ça. Et hélas, il a été un petit peu maladroit, et il a un petit peu étouffé la jeune fille. Et du coup, une fois qu'elle est morte, son odeur a disparu, et du coup, c'est son plus grand drame, quoi. Plus encore que d'avoir tué la fille, son grand drame, c'est que, en tuant la fille, l'odeur a disparu, et donc, une des plus belles choses qu'il ait trouvées sur cette terre, une des choses qui lui apportait de la paix, du bonheur, etc., alors qu'il a eu une vie très compliquée, a disparu, et donc, il va essayer d'apprendre à conserver les odeurs, et d'une chose menant à l'autre, en apprenant à conserver les odeurs, il va apprendre comment on fait un parfum, et il va décider de se donner comme enjeu de créer le parfum le plus extraordinaire jamais créé au monde, en rassemblant l'odeur de diverses jeunes filles, extrêmement belles, et qui ont une odeur particulière, qu'il va essayer de combiner pour créer le parfum ultime, celui qui le fera rentrer dans l'histoire, parce que ça aurait été le meilleur parfum jamais senti au monde. L'une des raisons pour lesquelles j'ai envie de parler du parfum, outre le fait que ce soit un film génialissime et un de mes inoubliables donc, c'est que c'est à mon sens, enfin je crois que ça n'a pas été fait ensuite, le dernier exemple des capacités d'un cinéma européen. C'est pour moi tragique que ça ait été le dernier exemple, parce qu'en plus ça a été un excellent exemple, le film a généralement très bien marché, a été très bien accueilli, il me semble. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'entrées, mais au niveau de la critique en tout cas, ça a très très bien marché. C'est un film qui n'aurait pas pu exister aux États-Unis, par exemple. Pas forcément par rapport au fait qu'il se concentre à ce point sur l'art, qui est quelque chose de très européen, l'Europe a quasi vu naître tous les mouvements artistiques, donc du coup c'est vrai qu'on est très intéressé par l'art, et généralement quand on fait des films, quand on fait des histoires, quand on fait tout un tas de trucs, on s'intéresse beaucoup à l'art, et c'est vachement intégré dans nos films, avec en plus l'art du parfum qui est un truc qui est très français manifestement. Apparemment la capitale du parfum c'est Grasse en France, donc du coup c'est clairement un truc très européen à ce niveau-là. Tu sens qu'il y a un rapport à la morale qui est vraiment pas du tout le même. Il y a un rapport à la nudité et au sexe notamment qui est très différent. Je pense pas qu'on aurait eu une image aussi frontale et crue d'un bébé nu dans un film américain. C'est quelque chose qu'on a totalement arrêté de faire en général, ça dit. Même en Europe, on a arrêté de faire ça. Pendant des années, les enfants pouvaient être nus au cinéma parce que les enfants c'était innocent, et les enfants pouvaient se balader nus, les parents les voyaient nus, etc. Enfin, il y avait pas de problème par rapport au rapport du corps des enfants, mais ensuite on s'est dit « Ah, mais il y a peut-être un pédophile par-ci par-là qui pourrait peut-être voir le film et qui pourrait être excité par le truc, donc faut arrêter complètement de montrer la nudité infantile. » Du coup, c'est vrai que moi-même, ça m'a choqué en voyant le film. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait « Wouh !» il y a un bébé tout nu là, machin, et oui, c'est vrai qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était normal, quoi. On n'était pas en train de se dire qu'il y a peut-être un tordu dans un coin qui va faire un truc. Donc c'est vrai que déjà c'est un rapport du coup à la nudité, à la sexualité qui est très différent. Donc tu sens que c'est un film qui aurait pu se faire qu'en Europe, et l'Europe a beaucoup aidé évidemment le film à se faire. C'est un film qui a beaucoup de décors, beaucoup d'environnements différents, très compliqués à recréer, notamment parce que c'est des décors d'époque et il y en a beaucoup qui n'existent plus. Bon, ils ont pas vraiment tourné à Paris, mais par exemple ils ont tourné à Barcelone, et dans une rue de Barcelone ils ont réussi à reconstruire le Paris de l'époque en réhabillant une rue avec tout un tas de trucs sur les façades, mettre de la crasse partout par terre, etc., des fausses vitrines pour les magasins, etc. Ils ont tourné cette scène-là en une journée, toute la séquence qui se passe dans cette grande rue parisienne, etc., qui a des centaines de plans, des centaines d'inserts, mais on va faire un peu plus loin. En une journée, ils ont rhabillé la rue, même pas une demi-journée, ils ont rhabillé la rue, ils ont tourné tout le truc, et ils ont tout retiré de la rue pour qu'elle soit comme neuve après.
Enfin, il y a un effort de tournage qui est absolument incroyable. Et c'est vraiment un film européen parce que donc c'est une production allemande, mais le chef costumier déjà, enfin je crois, est français. Il me semble qu'il y a d'autres personnages qui sont, enfin personnes qui sont d'autres nationalités. L'acteur principal, donc Ben Whishaw, il est anglais. Et il y a donc cette scène qui a été tournée en Espagne et il y a c'est vraiment, tu sens que c'est une collaboration européenne. Le film a été tourné un peu partout pour trouver l'endroit le moins cher pour faire tel ou tel truc. C'est une économie du cinéma qu'on n'a plus du tout et qu'on n'a jamais vraiment essayé au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression. On a essayé de faire des productions européennes, on avait souvent des acteurs qui venaient un peu de tous les pays pour faire des films dans les autres pays. Certains doublés, par exemple, qu'on a vu avec Cinéma Paradiso au début du confinement. Mais tu sens que là vraiment c'était l'idée de faire un blockbuster, de faire un film avec, qui a de la gueule, clairement qui a du budget qui est mis dans le truc, quoi. Encore une fois, j'ai dit beaucoup de décors différents. Donc déjà rien que ça c'est très compliqué, puis beaucoup d'effets spéciaux aussi parce que c'est des décors qu'on doit faire ressembler à l'ancien temps, donc il y a forcément des trucs qui ont été refaits numériquement et tout. Et c'est un pari totalement relevé, quoi. Tu te rends compte que si on se mettait en commun au niveau des pays européens pour faire certains films, on pourrait faire des trucs extraordinaires. C'est dommage qu'on en fasse pas plus, quoi. Mais c'est un très bel exemple, un très beau vestige d'une collaboration européenne sur le cinéma. Maintenant, passons vraiment au film lui-même. Qu'est-ce qu'il y a de si génial dans ce film ? Déjà, c'est un film qui est basé sur les odeurs. Et donc évidemment, le cinéma, c'est pas en odorama, en tout cas pas encore, très peu. Et tant mieux, faut que ça reste comme ça, c'est très bien, les salles de cinéma partent en couille. Et il y a tout un tas de choses qui doivent essayer de rendre ça, du coup, dans le film en termes de mise en scène. Bon, déjà, on a la narration par John Hurt, qui va beaucoup transcrire en paroles, mais la narration est très très bien utilisée, elle arrive vraiment pour montrer ce que le film pourrait pas montrer lui-même, ou même s'il le montrait, ça pourrait passer un peu difficilement pour une certaine partie du public, donc il l'explicite un peu plus, mais il aide à se rendre compte de tout ça. Par exemple, au tout début du film, donc on a cette narration de John Hurt, qui nous dit que à l'époque régnait une odeur qui est à peine concevable pour nos populations modernes, que toutes les villes puaient, mais une odeur inconcevable vraiment. Naturally, the stench was foulest in Paris, for Paris was the largest city in Europe. And nowhere in Paris was that stench more profoundly repugnant than in the city's fish market. C'est très difficile à faire passer autrement que par une voix off ou autrement que par un personnage qui va le dire. Et même si on avait un personnage de l'époque qui amenait son mouchoir à son nez, qui disait « Oh, ça pue », tu comprends que ça pue, mais tu penses que ça pue façon moderne, quoi, genre une petite odeur d'égout qui débarque. Tu comprends avec la narration à quel point c'est répugnant, justement. Et à part la narration, rien n'aurait pas vraiment pu le dire. Donc il y a cette excellente narration, du coup, déjà qui marque bien le côté odeur, et ensuite il y a toutes les astuces visuelles, là pour le coup, le show don't tell du film. On commence déjà avec un premier plan qui montre Grenouille entièrement dans l'ombre, donc tu le vois pas du tout, mais il y a une lumière en douche. La chance, c'est que Ben Whishaw a un nez qui est assez long, et donc du coup, il y a ce plan où tu le vois juste avancer son nez, et il y a juste le nez qui arrive, il arrive à rester juste pile poil pour que la lumière ne touche que son nez et pas le reste du visage. Et du coup, tu as cette insistance, du coup, sur son nez au milieu du noir, et c'est du coup presque le premier truc que tu vois clairement du film. En fait, je crois qu'il y a quelques petits plans sur une foule en colère au début, et ça, c'est une très bonne façon d'introduire l'histoire. Tu vois ce personnage qui a l'air tellement mignon, tellement innocent, tellement tout, c'est Ben Whishaw, quoi. Et tu vois cette foule en colère et tu dis qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi est-ce qu'ils peuvent être en colère à ce point, et c'est une très bonne façon d'introduire le truc. Bon, évidemment, si histoire d'un meurtrier, spoiler, tu comprends pourquoi ils doivent être énervés, mais ils sont tellement énervés que tu dis c'est au-delà de juste un meurtre, donc il doit y avoir un truc particulier. Et volontairement, je vous dis pas ce qui se passe avec les meurtres, mais c'est tordu. Enfin, il y a un truc particulier, quoi. He dealt 12 blows with an iron rod, breaking the joints of his arms, his shoulders, and all customary acts of mercy are expressly forbidden the executioner. Donc il y a ce premier plan déjà sur ce nez, et ensuite un plan numérique avec la caméra qui va rentrer dans le nez lui-même pour amener le titre, je crois. Et ça va être le premier des nombreux plans macro, des plans extrêmement... C'est pas des plans sur des macros, ce qui pue, c'est des plans très rapprochés qu'on appelle le macro, comme un microscope, mais c'est plus gros qu'un microscope, donc c'est du macro. Et on fait du coup beaucoup de plans macro, beaucoup d'inserts, beaucoup de plans avec une caméra extrêmement rapprochée qui va rester près du sol, et qui va du coup être tellement près du sol, tellement près des textures, que tu ressens toutes tes textures, tu ressens tout ça en fait. Il y a un tel niveau de détail
on se concentre tellement, de façon tellement précise sur certains trucs, sur les asticots, dans des trucs, dans des bestioles, etc., que du coup, enfin, évidemment, tu l'as sous le nez. Tu peux pas voir autre chose dans le plan, tu as sous le nez le truc qui va produire une odeur. Et donc quand on filme à ce point l'herbe un peu humide du matin, évidemment tu ressens un petit peu le côté le côté herbe humide. En plus, au-dessus, alors c'est pas le narrateur pour le coup, mais c'est Grenouille qui parle. Et ça va être du coup un des deuxièmes points par rapport à la voix, c'est il va dire ce qu'il sent, et il va commencer à faire des distinctions. Et en fait, en faisant ces distinctions, tu te rappelles toi-même qu'effectivement ces distinctions existent. Par exemple, une pierre ne sent pas la même chose si elle est à température ambiante, si elle est froide ou si elle est chaude. Il y a une odeur différente pour la pierre chaude, il y a une odeur différente pour la pierre chaude mouillée, il y a une odeur différente pour la pierre mouillée froide, etc. Et il fait du coup tout ce genre de petits détails quand il sent les trucs. Et du coup, grâce à ça, quand tu vois le plan en train de passer, avec cet insert en plus qui t'empêche de te détourner du truc, les plans macro qui font souvent un petit peu aérien, un petit peu envoûtant, un peu magique presque, tu sens presque que c'est l'oxygène qui se déplace auprès des trucs et qui amène l'odeur au nez de Grenouille. Tu sens du coup l'odeur grâce à ça, quoi. T'es vraiment plongé au niveau des odeurs, et ça te rappelle ces différentes distinctions et ces différentes senteurs, et ça te les fait venir au nez, quoi, presque. Il y a aussi beaucoup de travail du gros plan en général, de plans assez rapprochés sur son nez qui est en train de sentir, sur des trucs dans ce genre-là. Et surtout, sur ces gros plans, on va souvent insister sur les parties qui produisent le plus d'odeur chez les gens. On va avoir beaucoup de plans sur la nuque humide de quelqu'un qui est en train de travailler depuis quelque temps, donc tu sens que ça commence à produire une certaine odeur. Faire des plans sur les cheveux qui dégagent également une certaine odeur, bon, pas forcément avec du shampoing parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, mais t'as certaines chevelures qui ont des odeurs qui émanent d'elles naturellement. Et là en plus, bon alors sur la nuque on va mettre de la sueur de ce genre-là, mais sur les cheveux, l'astuce qu'ils ont trouvée pour que tu sentes quelque chose à chaque fois que tu vois les cheveux, c'est que quasi toutes les nanas du film sont rousses. Notamment celles qui sont tuées, ça va principalement des nanas qui sont rousses. L'autre truc qu'il va faire, c'est qu'il va beaucoup associer ces personnages féminins avec des odeurs extrêmement fruitées en fait, ou de fleurs. Il y en a une qui vit dans une maison qui est entourée de roses avec bon, il y a beaucoup de lierre, beaucoup de trucs dans ce genre-là, mais surtout des roses un peu partout. Et donc du coup, tu sens l'odeur de la rose qui est un peu autour d'elle, et tu imagines très bien quel genre d'odeurs peuvent l'entourer si elle vit au milieu de ce truc-là constamment. Et t'as la première notamment qui a des prunes, ces fruits extrêmement odorants qui ont une odeur très sucrée et qui passent, qu'on sent vraiment très fort. Et très, comme c'est sucré, c'est très doux également, et donc tu comprends ce qui peut l'attirer vers ce genre d'odeur-là, quoi. C'est vrai que nous, c'est une odeur qui attire naturellement, l'odeur du sucre, bon, ça peut écœurer aussi, mais l'odeur du sucre, généralement, les odeurs de fruits, de fleurs, c'est quelque chose qui attire assez naturellement parce que c'est doux et c'est agréable au nez, quoi. Donc en associant ces personnages avec ces fruits ou ces fleurs, tu dénotes certaines odeurs naturellement, quoi. Tout comme avec la chevelure rousse, où tu sens que c'est des personnages qui tous les roux ne puent pas, hein, bien sûr, mais tu sens que c'est des personnages qui ont une odeur un peu plus forte, quoi. Là, pour le coup, toute l'idée, c'est que justement, ces roux ont une odeur très agréable. C'est pas qu'elles puent, mais c'est vrai que l'idée des chevelures rousses et odeurs un peu plus fortes, tu sens naturellement le truc, quoi. Si on avait fait un zoom sur les cheveux d'une brune, t'aurais moins cette sensation-là. Là, ça se sent beaucoup plus avec une rousse. Et puis on a donc parfois l'aide de quelques effets spéciaux, et notamment avec un certain plan où il y a un personnage qui va sentir un parfum qu'il trouve absolument paradisiaque, et donc pour faire sentir que l'odeur est paradisiaque, quand le personnage sent le truc, tout le fond qui est autour de lui doit être probablement sur fond vert, et il disparaît pour filmer à la place un jardin paradisiaque avec une femme qui vient lui faire un bisou sur la joue, etc. Et donc tu ressens du coup le côté, ah oui, c'est le paradis quand tu ouvres ce truc, quoi. C'est forcément un peu exagéré, mais ça passe extrêmement bien, surtout dans le contexte du film, encore une fois, quand on remet dans le contexte que tout pue à côté de chez eux, et donc clairement des odeurs paradisiaques comme ça, ça doit les marquer particulièrement, quoi. Donc voilà pour ce qui est du travail de l'odeur en général au niveau de la réalisation et de certains choix d'acteurs, etc. Le deuxième truc qui va beaucoup travailler les odeurs, c'est les décors. Et je vais le séparer un peu de l'odeur en général, mais le travail des décors sur ce film est absolument dingue. C'est des décors qui regorgent de détails, et notamment de détails de crasse. Tous les décors font dégueulasse, mais vraiment sale de chez sale. Toutes les rues sont recouvertes de terre avec des flaques d'eau, des pavés qui sont partis, des trucs dans ce genre-là. Tous les murs ont des coulures de crasse, de trucs bien noirs, de suie, de tout ce que tu veux. Tous les trucs en bois ont l'air pourris, tous les vêtements ont l'air crasseux et défaits et machin. C'est un truc, notamment, j'ai regardé vite fait le making-of, je me suis replongé un peu dedans. Ils ont vachement insisté pour que les habits aient l'air usés.
Le réalisateur disait, mais ça m'énerve dans les films historiques, les habits sont toujours comme neufs. À l'époque, les gens portaient les mêmes habits pendant quasi 4-5 ans, quoi. Constamment, tous les jours, parce que simplement, ils pouvaient pas en acheter 36 000 au H&M du coin. Donc, ils prenaient les mêmes vêtements et ils étaient tout rapiécés, ils avaient des trucs recousus de partout, etc. Et il y a cette notion du détail et ce travail dans les vêtements, du coup, du film, qui fait sentir à nouveau quelque chose de très vrai, quoi, de très fort, de très impactant, et qui fait aussi ressentir l'odeur, parce que quand tu vois ces vêtements-là, tu te dis, ah ouais, ils ont gardé le même vêtement, ils suent dedans pendant 4 ou 5 ans, ça doit sentir bon, ça doit sentir très très bon. Tout un tas de trucs vraiment très particuliers qui font que vraiment tu ressens la crasse, la saleté à fond. Et du coup, ça participe aussi au travail de reconstitution de l'époque, qui est un travail très particulier et très très compliqué à faire, qui se ressent d'autant plus parce que ça regorge de détails de partout. Le magasin de Baldini, celui qui est joué par Dustin Hoffman, qui est génial dans son rôle de parfumier, qui a une gloire passée, mais qui aujourd'hui est un peu un moins que rien, mais qui essaye quand même de se maintenir dans la haute, donc qui s'énerve très facilement, qui a tout un tas de gestes très théâtraux, etc. À chaque fois qu'il dit non, c'est pas juste non, c'est NON! Il fait toujours des gros cris avec en levant la main et tout. Shall I fill this flask? No! You shall not. Donc c'est un personnage qui est très drôle et qui passe très très bien, mais du coup sa parfumerie dégueule de bouteilles de parfum. Quand tu vois le truc, ça rappelle un petit peu les décors à la Harry Potter, mais il y a tellement de fioles et de trucs partout sur le décor que tu sens du coup le décor qui est extrêmement vivant, quoi. Tu sens que c'est un endroit qui a eu plein de vie et que c'est pas un truc qui a été juste créé pour un film. Tu sens que c'est sale, etc. Enfin, même s'il essaie de le nettoyer parce que c'est son magasin, il fait attention, mais c'est vrai que tu sens tout un tas de trucs. Et justement, en parlant de décor et de ce magasin, il est installé sur un pont et je trouve le décor génial. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué à construire des maisons sur des ponts? Peut-être parce que, comme le montre le film, c'est très instable et ça peut se casser la gueule facilement, mais si Paris avait encore des bâtiments comme ça construits sur les ponts, mais pour moi la ville serait 1000 fois plus intéressante et féerique qu'elle ne l'est aujourd'hui, quoi. Enfin, je trouve ça génial cette image du truc sur le pont, et j'adore le running gag du fait que ça arrête pas de trembler, il y a des trucs de poussière qui tombent de partout, et que c'est rien, y a pas de souci, alors que tout le monde est ça va se casser la gueule. Donc voilà, il y a vraiment un travail sur les décors qui est assez dingue, et qui donc met le personnage de Jean-Baptiste Grenouille dans un contexte très particulier. Et ça va du coup me permettre d'aborder une question, c'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que le public soit du côté d'un personnage amoral, qui fait des actes amoraux, presque un personnage de anti-héros. On suit un meurtrier, et on n'essaye pas de l'excuser, quoi. Clairement, il commet des meurtres, et c'est grave, et on n'essaie pas d'excuser le truc. Mais on l'explique. Sans l'excuser, on l'explique. Il y a une différence entre comprendre et adopter le point de vue. Notamment avec ce travail du coup des décors, avec ce travail de l'odeur en général, qui te fait comprendre que ce pauvre Jean-Baptiste Grenouille, qui est la personne avec l'odorat le plus développé du monde, est né en plein milieu de la période la plus puante de l'histoire de l'humanité. Donc déjà, tu sens que c'est un personnage qui doit souffrir rien qu'à cause de ça. Mais il y a beaucoup de choses du coup qui permettent d'être du côté de Jean-Baptiste Grenouille. Déjà, quand il est petit, tu vois qu'il a eu une vie extrêmement compliquée, je veux dire, de la naissance. Je vous dirai pas ce qui se passe, mais de la naissance déjà compliquée du bébé qui a failli déjà mourir à peine né, au moment où il est recueilli dans l'orphelinat et où tous les enfants le détestent et il y en a un qui essaye de l'étouffer sous un oreiller. Tous les personnages qui l'ont entouré l'ont battu, ont été violents avec lui, etc., etc. Donc du coup, tu sens que c'est un personnage qui a eu un passé extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Et donc, ça va pas l'excuser, mais tu comprends que ses capacités de vie en société soient pas du tout développées, quoi. C'est un gamin qu'on n'a pas éduqué, c'est un gamin qu'on a traité comme un animal, qu'on a traité comme un chien, et évidemment c'est compliqué d'avoir un comportement très moral et très éduqué et tout ce que vous voulez, quand t'as jamais reçu l'éducation et qu'on t'a toujours traité comme une merde toute ta vie, quoi, et que c'était le plus fort survie, et etc., quoi. Surtout dans un environnement où tu vois que on fait pas très attention à quoi que ce soit, quoi. On fait même pas attention aux environnements, à l'odeur, à quoi que ce soit, donc les individus c'est presque encore pire, quoi. Donc du coup tu vois déjà qu'il a une vie particulière. Et ensuite il devient adulte. Et alors là du coup il y a un deuxième point qui fait que du coup t'as envie d'être un peu de ce côté, c'est que ils ont casté Ben Whishaw. Je crois que dans le roman il est censé être dégueulasse en plus physiquement, c'est genre une espèce de Gollum, quoi. Limite toucher ma bosse monseigneur et tout le bordel. Et ils ont fait le choix inverse du coup pour le film parce que c'est effectivement beaucoup plus facile d'être du côté d'un personnage qui est magnifique. Moi, je devais être ado quand le film est sorti, mais alors, putain, qu'est-ce que je suis tombé amoureux de Ben Whishaw avec ce film. C'est vraiment là que je suis tombé amoureux de lui, quoi, amoureux, que je le trouve sexy, quoi, mais
Il est d'une beauté diaphane, d'une innocence, bon, il a un gros pif, mais personne n'est parfait. mais du coup, non, il est vraiment, c'est un choix de casting qui est pour le coup assez intelligent et assez intéressant parce que il y a un moment où tu dois essayer de faire en sorte à peu près de mettre le spectateur dans la poche du personnage. Tu peux pas juste suivre un personnage d'enculé qui en plus a vraiment aucune qualité, rien pour le rattraper. Il faut réussir à créer des choses dans ce genre-là. Il y a tout un tas, c'est un art subtil, l'art de l'anti-héros. Il y a un moment où tu dois montrer qu'il y a quand même, j'ai parlé de Casablanca il y a quelques temps dans un autre vlog. Le personnage de Renault, du colonel Renault, c'est un personnage typiquement comme ça, quoi. C'est un fils de pute, c'est un anti-héros, mais tu montres qu'il a, par exemple, une rigueur morale. C'est quand il donne sa parole, il a donné sa parole. Quoi qu'il ait dit, même si ça va contre ses convictions, il va le faire. C'est des choses comme ça, des choses assez subtiles qui permettent de comprendre, de comprendre les personnages, même méchants, et de rentrer un peu dans leur poche, quoi. Ce qu'à mon sens, par exemple, le Temps n'emporte le vent n'a jamais réussi à faire. Ils ont jamais trouvé un moyen pour qu'on s'attache à Scarlett O'Hara, à mon sens. Peut-être le fait qu'elle soit un petit peu féministe, et qu'elle prenne les choses en main, mais bon. Et puis l'autre truc qui excuse en partie les actes de Grenouille, c'est sa fascination absolue pour ses odeurs, le fait que tu vois qu'il est... il enregistre même pas le monde autour de lui, quoi. Limite, la seule chose qu'il perçoit du monde qui l'entoure, c'est les odeurs, même quand on lui parle, même quand on le regarde dans les yeux, même quand on essaie de lui parler, etc. Au final, le truc qu'il retient le plus, le truc qui le marque, c'est l'odeur. Donc tu vois déjà cette fascination, cette obsession pour l'odeur, tu vois à quel point il est détruit d'avoir perdu l'odeur de la première nana qu'il a tuée, à quel point c'est un choc, c'est un traumatisme pour lui d'avoir perdu quelque chose d'aussi beau. Et tu vois que du coup, ces meurtres sont aussi un peu faits sans passion. Ou alors, si c'est une passion, c'est l'amour de l'art, quoi. L'amour de l'art du parfum. Mais en fait, tu sens qu'il a pas envie de tuer. Déjà, au début, il essaye pas de tuer. Au début, il essaye juste de passer des accords avec des nanas. Mais vu ce qu'il doit essayer de leur faire pour garder leur odeur, ça se comprend qu'il y en ait un bon nombre qui veuillent pas. Bon, je me dis... elles auraient pu quand même, merde, c'est pas si horrible de faire ce qu'il leur demande de faire, mais du coup, tu sens que c'est pas son but de tuer. Il est préparé pour ça. Il s'est préparé pour ça, donc tu sais qu'il allait tuer, il était possible qu'il tue à un moment ou à un autre. Mais de base, tu sens que c'est pas son envie première. C'est pas un mec qui essaye d'assouvir une pulsion sadique de tuer quelqu'un. C'est un mec qui est passionné par un certain art, qui a quelque chose à accomplir. Et malheureusement, l'une des seules façons ou la seule façon d'accomplir le truc pour lui, c'est de le faire de façon, sans laisser le choix à la personne à la cible, quoi. Du coup, voilà, il y a tout un tas de trucs qui permettent du coup de rattraper un petit peu le personnage de Grenouille et qui nous permettent du coup d'être avec lui et de le suivre. Et l'une de ces choses, c'est le côté mystique du film. Il y a beaucoup d'éléments dans le film qui font appel à un certain mysticisme, peut-être même à une notion de destin à un certain moment. On va pas aller là-dedans tout de suite, mais le premier truc, c'est la création du parfum, qui est vraiment montré comme étant quelque chose de subtil, qui demande énormément de travail, énormément de préparation, énormément de travail. Le film est quasi un documentaire sur l'art du parfum, en fait, à travers les âges. On a à la fois le truc pour condenser l'odeur, là je sais plus comment ça s'appelle, et l'art de l'enfleurage, qui sont expliqués, qui sont détaillés, etc. Et donc on comprend comment ça fonctionne. Et il y a du coup un côté artisanal et méticuleux et très particulier à le voir à un certain truc. Et puis il y a quelque chose d'artistique dans le fait qu'il y ait un certain nombre de règles à suivre. L'art se définit par un certain nombre de règles, je suis navré de vous le dire, mais c'est comme ça. L'art se définit par le fait qu'on ait des règles. Et la règle notamment des 3 notes différentes de parfum qui sont chacune composées de 4 senteurs différentes, avec la 13e odeur qui est si particulière et qui peut marquer tout le reste du parfum et en faire vraiment du coup un chef-d'œuvre. Il y a ce côté mystique de la création du parfum qui est aussi rendu par les inserts sur les détails, sur des petites bouteilles, des petites fioles avec des trucs très condensés, tu sens que c'est des odeurs très condensées. Généralement, quand c'est travaillé, on travaille aussi la musique. Quand on travaille le parfum, on travaille aussi la musique, et le côté mystique sort énormément à travers la musique, notamment avec cette voix de soprano, enfin cette voix de femme, qui vient du coup régulièrement dans le truc, mais la musique elle-même a un côté très mystique en elle-même, naturellement. Et puis, au niveau du scénario, il y a ce côté, là pour le coup c'est, je vous dis, le signe du destin, le fait que tous les personnages qui croisent Grenouille dans leur vie, meurent immédiatement après l'avoir rencontré. À la seconde même où ils se débarrassent de Grenouille, ou à la seconde même où ils l'envoient faire autre chose, etc., ils meurent, tous. Et du coup, il y a ce côté, c'est peut-être horrible ce qui est en train de se passer, mais le destin a l'air de tout faire pour que ça arrive.
les gens ont l'air d'exister pour transmettre certaines choses à Grenouille, l'instinct de survie, la notion du parfum, etc., etc. Le fait qu'à la seconde même où ils ont rempli cette utilité, ils disparaissent, il y a quelque chose du coup où tu te dis, bah en fait, la vie a envie que ça arrive, quoi. Le destin veut que ces choses se produisent. Donc il y a quelque chose de vachement fascinant du coup avec ça et qui fait ressortir du coup un mysticisme très particulier, un côté... il y a une poésie qui se dégage de tout ça, quoi. Une poésie très sombre, une poésie macabre, mais il y a une poésie certaine qui est derrière ce film et qui ressort extrêmement bien. Et puis il y a le fait que, tout en réussissant une partie de son objectif, au final le personnage échoue. Et c'est quelque chose d'assez magnifique et qui rend extrêmement bien. Mais je vous laisserai voir le film pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Il y a peut-être même un côté un peu mystique dans le fait que certains personnages aient des répliques qui évoquent du coup ce que fait Grenouille. Il y a un moment, il y a donc la nana qui lui apprend l'enfleurage, qui explique comment ça fonctionne, et elle dit littéralement il faut laisser mourir ces fleurs lentement et doucement, comme une jeune fille qui s'endort. Et étant donné que l'autre, il va tuer des jeunes filles pour récupérer leur odeur, tu te dis, ah, il y a un petit truc qui est intéressant. Et alors cette histoire est déjà extraordinaire, spirituelle, exceptionnelle, une poésie sombre, comme j'ai dit, mais qu'en plus, c'est pour arriver à cette fin, ce climax, cette hystérie collective et cette orgie, nom de Dieu! C'est en ça que je parle du côté très européen du film, c'est putain, cette scène d'orgie gigantesque! Mais c'est extraordinaire, putain de merde, ça, c'est du vrai cinéma, quoi. Il a été chercher une troupe, il y a une troupe de théâtre qui est très connue comme ça pour travailler la nudité, le sexe en public et donc devant un public de théâtre, par exemple. Et là, du coup, il les a fait venir pour jouer cette scène d'orgie globale à la fin du film. Je vous explique pas à nouveau comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle arrive, mais putain, quelle fin! Ah, quel final extraordinaire, quoi, d'avoir ce climax. Et encore, c'est l'avant-dernière scène, et la scène finale, il y a elle est magnifique aussi, il y a le côté, comme ils disent, le côté éphémère de l'art que travaillait Grenouille, ce time-lapse extraordinaire qui te montre que le truc s'efface dans le temps et que ça disparaît petit à petit, que ça n'a plus aucune importance. Ça a été pourtant une des choses les plus graves du monde, ça a influencé en bien Baldini, mais en mal la ville de Grasse, et tout un tas de trucs qui se sont passés autour de lui, et pourtant c'est en train de disparaître et ça va être oublié par tout le monde. Et en nouveau, la narration de John Hurt qui explique ça de façon extraordinaire et poétique. Donc, c'est vraiment un coup de cœur absolu, un inoubliable définitivement, et je vous encourage extrêmement chaudement à le regarder. Vous allez apprendre des choses déjà, vous allez avoir, c'est quasi un documentaire Arte sur le parfum, mais en plus vous allez avoir une putain d'histoire autour, et je ne peux que vous recommander, j'ai même envie de vous obliger à regarder Le Parfum, quoi. C'est un film extraordinaire, et il faut absolument voir ça dans sa vie, quoi. Voilà pour ce vlog sur Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Prenez soin de vous, regardez des films. Ciao!